Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui permettra sans doute aux professionnels des RH ou aux managers à la recherche de nouvelles approches pour motiver ses équipes et faire un pas de côté sans doute dans son management au quotidien et dans la relation avec les autres. Nous allons parler de l'intelligence émotionnelle et découvrir, je l'espère, un champ de la vie des organisations assez peu documenté, je dois le dire, même si beaucoup de choses ont été écrites, ou qui mériterait sans doute un peu plus d'attention de toutes celles et ceux qui sont dans les organisations. On verra ce que recouvre ce concept d'intelligence émotionnelle et surtout comment cela peut aider dans l'entreprise pour mieux vivre tout en étant évidemment plus performant parce que la mission de l'entreprise, c'est que tout le monde soit bien, de respecter les grands enjeux de notre société, mais aussi d'être performant. Alors, on parlera d'empathie, de stress, de bienveillance, d'écoute, de leadership, des notions que l'intelligence émotionnelle adresse et qui participent à définir cette vision des relations entre êtres humains dans l'entreprise. Alors, c'est un webinaire organisé avec SK Hub, SK Business Hub, voilà exactement le département Executive Education de cette grande école de commerce qui nous accompagne pour une série de webinaires thématiques autour des RH, mais qui parlera également formation. Beaucoup d'inscrits pour ce webinaire. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Et nos invités, eh bien, ils vont nous parler de tout ça. Mon confrère Philippe Guerrier, le rédacteur en chef de Newstank RH, qui est là. Je commence par lui. C'est pas très bien éduqué, mais que faire si ce n'est le présenter, ce spécialiste des problématiques RH et qui suit l'actualité au jour le jour. Merci Philippe d'être avec nous. Bonjour Gilbert, bonjour à tous. Je suis ravi de participer à ce webinaire avec nos confrères de Newstank Éducation. Yes, ça c'est dit. Voilà, deux participantes expertes en la matière, Mathilde Eliès, experte en intelligence émotionnelle et dirigeante de Foulemo. C'est bien ça, Mathilde? Exactement. Donc, vous avez plusieurs activités. Vous parlez d'intelligence émotionnelle, mais vous parlez de développement des compétences comportementales. Vous faites du coaching, vous faites des bilans émotionnels, vous faites plus largement du conseil RH. Voilà, on peut vous résumer. Et vous travaillez également sur l'expérience multisensorielle des collaborateurs. Voilà, j'ai à peu près tout dit en quelques mots-clés. On approfondira tous les deux si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Docteur Vanessa Montis, alors docteur parce qu'elle est enseignante-chercheuse, donc c'est aussi pour ça. En France, on a peu l'habitude de dire docteur, mais partout dans le monde, on parle des docteurs quand ils sont enseignants-chercheurs et qu'ils ont un doctorat, professeur associé à l'ESCA, spécialiste du comportement des organisations, comportement organisationnel et de psychologie sociale. Aujourd'hui, ça a du sens. Bonjour docteur, j'ai envie de dire, mais bonjour Vanessa, bienvenue dans notre... Merci. En fait, en général, on nous appelle docteur juste la première semaine après notre soutenance de thèse, parce qu'après, on ne le dit plus. Bah oui. Et ben moi, je le dis encore. Voilà. Il y a un peu plus d'une semaine que vous l'avez eu, votre thèse. Oui, un peu plus. Un petit peu plus. Et Stéphane Rivoire, qui est un grand témoin, Stéphane, il va témoigner sur son parcours, parce que lui, il a été accompagné. C'est un top manager, donc il a dirigé des boîtes et il va repartir sur une nouvelle mission. D'ailleurs, il était en transition quand on s'est parlé il y a quelques jours. Et entre Paris, Lyon, Marseille, si j'ai bien compris, tout ça en respectant un bilan carbone exemplaire. J'en répète parce que après tout, on est un peu stressé avec cette dimension aujourd'hui. Donc maintenant, on précise, quand on se déplace, on s'excuse presque. Donc voilà. Donc grand témoin sur son parcours coaching, accompagnement, l'impact positif du développement personnel dans les postes de top manager. Et ça aussi, vous nous ferez part de votre expérience. Ça éclairera, je pense, toutes celles et ceux qui nous écoutent. On est d'accord? On est d'accord. Bonjour Gilbert. Bonjour à toutes et à tous. Vanessa, Mathilde, je vais commencer par vous et vous demander peut-être, est-ce qu'on peut rappeler un peu les fondamentaux de ce que c'est cette intelligence émotionnelle qui peut parfois paraître un peu complexe à saisir spontanément, mais vous allez nous le rappeler avec Vanessa, juste après vous. Volontiers. Alors, bonjour à tous. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment d'abord, c'est une intelligence qui est adaptative pour faire le lien justement, Gilbert, avec ce que vous évoquiez tout à l'heure et ce contexte un peu tumultueux. Et la nécessité justement pour les managers de s'adapter à chacun. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment une compétence, une capacité finalement de l'individu pour à la fois reconnaître ses propres émotions, reconnaître aussi les émotions de ses interlocuteurs, les émotions autour de lui. Et puis, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on en fait finalement, comment on l'utilise et comment on va pouvoir justement s'appuyer sur les compétences émotionnelles pour pouvoir s'adapter à une situation, puisque l'intelligence émotionnelle, il faut vraiment le voir comme la conjugaison finalement du bien-être et de la performance. L'intérêt de ces compétences, c'est bien sûr de s'appuyer finalement sur nos émotions pour pouvoir, dans une situation, dans un contexte donné,
obtenir le résultat qu'on souhaite et donc s'avérer être performant. Donc, ça nécessite un équilibre émotionnel en permanence. Vanessa, vous pouvez rajouter peut-être un mot, peut-être en rappelant qu'il y a des techniques pour ça. Alors oui, bon, l'intelligence émotionnelle, la bonne nouvelle, c'est que ça se développe. Contrairement au quotient intellectuel qui est plus, on va dire, acquis dès le départ. On peut un petit peu le développer, mais pas beaucoup. Mais l'intelligence émotionnelle, on peut la travailler, on peut la développer, on peut développer les compétences émotionnelles. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Tout le monde peut développer son intelligence émotionnelle. Donc Mathilde l'a bien dit, il y a vraiment deux grandes notions. C'est l'intelligence, la capacité de pouvoir identifier nos propres émotions, celles des autres, et aussi savoir qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a identifié qu'on a ces émotions, et voilà, pour pouvoir du coup les transformer en ressources, vraiment faire des alliés pour notre quotidien, pour relationnel, pour aussi tout ce qui est prise de décision, parce que ça améliore la prise de décision, la créativité. Donc il y a vraiment beaucoup de domaines dans lesquels on peut s'améliorer grâce à l'intelligence émotionnelle. C'est pour ça que c'est très intéressant de la développer et de s'y intéresser. Voilà. Stéphane, quand on préparait, vous m'avez dit s'aligner avec soi-même. On verra avec Philippe en remettant en ayant une vision plus macro et ses dimensions post-Covid, un peu sur ce retour sur soi, s'aligner avec soi-même et réfléchir à des dimensions auxquelles on n'avait pas songé quand on est à des postes de management, de top manager. Ah, on vous entend pas, Stéphane, votre micro. Ah, votre micro, Stéphane, le micro, voilà. Merci beaucoup, je me suis dit, ça y est. Je suis. Vous avez entendu ma question? Oui, non. Donc, vous pouvez la reformuler, s'il vous plaît? Je ne m'en souviens pas. Non, je disais, quand on préparait l'émission, ce plateau, vous me disiez s'aligner avec soi-même. Et quand on est des postures de top manager, l'alignement avec soi-même sur des valeurs un peu fondamentales, sur son ressenti est important. Et on n'y pense pas nécessairement quand on est dans le rush, quand on est dans l'action, quand on est dans la gestion. Absolument pas. On a plutôt tendance, quelquefois, à croire qu'on a raison dans tout ce que l'on fait. Et quand on fonce un peu tête baissée, on crée des situations qui sont vite ingérables. Et finalement, si on ne prend pas cette conscience-là de prendre les critiques, enfin en tout cas d'observer ce qui se passe autour de soi, en fait, on va pas avancer. Et puis ce que disait Vanessa, en fait, il y a un apprentissage. Donc déjà accepter de ne pas être le meilleur, de ne pas être bon tout le temps, et accepter aussi le regard ou les critiques objectives que peuvent formuler les autres. Ça permet aussi de se repositionner et d'arriver à un peu mieux se connaître et à être meilleur dans ce qu'on va faire au quotidien. Ce que je rappelle que vous avez été accompagné 5 mois par Mathilde d'ailleurs, oui. Et c'est un processus long, c'est ce qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire se dire, on peut se poser des questions, mais se les poser régulièrement, en tout cas dans la durée. Il faut ancrer un certain nombre d'automatismes. Enfin, voilà, il faut créer des automatismes plutôt quand on part de loin quelque part, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou dans des postes de top management sans trop beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire on part de pas grand-chose, quoi. Donc à un moment donné, c'est soit on a des compétences qu'on développe naturellement, soit il va falloir se faire accompagner pour justement évoluer et être toujours performant, quoi. Alors, je rappelle que vous avez bossé au MEDEF, donc qu'on n'appelle plus le MEDEF d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Vous nous direz peut-être avec un regard un peu plus transversal si les entreprises ont pris le pli. Alors Philippe, je parlais de votre connaissance de l'actualité et j'aimerais qu'on replace un peu ces dimensions-là dans ce qui s'est passé après le Covid. C'est-à-dire qu'on a pris conscience que l'être humain était bien là, il était plus que bien là, c'est-à-dire ce qu'il attend, ce qu'il a envie, ce dont il a envie sont essentiels et c'est pour ça qu'on a vu des situations de burn-out, des situations de tension se créer après le Covid. Est-ce que les entreprises ont pris le pli, et pour faire le lien avec l'intelligence émotionnelle, de cette dimension très humaine au fond de l'entreprise?
Oui, j'entendais effectivement les différentes esquisses de définition de l'intelligence émotionnelle et je peux pas m'empêcher de rattacher cette notion à la dimension de soft skills qu'on entend beaucoup parler dans le monde des RH, ce qu'on pourrait traduire en français de compétences transversales, mais je pense que la dimension d'intelligence émotionnelle s'intègre parfaitement dans ces compétences transversales. C'est vrai qu'on a vécu aussi une période assez particulière avec la Covid-19 qui a remis en plat quelque part l'organisation du travail, mais aussi le management. Il a fallu travailler différemment et il a fallu aussi travailler quelque chose dont Stéphane parlait auparavant, c'est cette dimension d'empathie, parce que effectivement c'était quand même une période assez difficile à vivre pour chacun en dehors des bons côtés, notamment en travaillant de chez soi, mais c'est vrai qu'il y a eu des fois des dimensions beaucoup plus dramatiques. Donc c'est quand même un temps pour tous qui a permis un peu de faire un peu d'introspection et de faire un peu le point sur son propre parcours professionnel, sur le sens des missions attribuées aussi. Donc c'était important. Alors ça a été palpable aux États-Unis avec un phénomène qu'on a appelé de grande démission aux États-Unis. Alors c'était un peu moins impactant en France, mais en tout cas il y a beaucoup d'études qui sont sorties aux États-Unis sur ce sujet. Mais c'est vrai, ce qui en sort, c'est qu'il y a quand même post-Covid davantage de tensions dans la société, dans les entreprises, parce qu'on a touché naturellement à l'élément vital de la santé de tous les citoyens et de tous les collaborateurs. Et il faut quand même avouer que cette dimension oxygène est quand même encore maintenue parce que on a d'autres soucis qui sont apparus depuis. Je pense naturellement à des crises géopolitiques, mais aussi encore plus récemment la semaine dernière avec ce qui s'est passé en Israël, ce qui nous a tous frappé énormément. Donc je crois qu'effectivement cette dimension d'empathie, il va falloir encore l'alimenter et savoir la faire perdurer au sein des organisations pour que tous les collaborateurs se sentent à leur aise dans leur mission au quotidien. Merci Philippe. C'est vrai que replacer, c'est ce que je disais, c'est ces dimensions personnelles, ces dimensions humaines. On replongeait Mathilde, Vanessa, votre diagnostic. Et puis derrière, rappelez que, je le disais en introduction, vous aviez noté, l'entreprise, elle doit tourner quand même. Donc, c'est faire le lien, ça fait presque un grand écart entre les coûts du collaborateur, ou ce qui est plus intime parfois, et quand même une machine qu'il faut faire tourner. Mathilde. Alors, oui, je pense que c'est bien sûr conciliable, puisque, encore une fois, plus on va développer les compétences émotionnelles, notamment des managers, plus typiquement, ils vont être attentifs à leurs collaborateurs, ce qui permettra, par exemple, de réduire les arrêts de travail, les burn-out. Parce que le manager émotionnellement intelligent, on en parlait tout à l'heure quand on évoquait ses compétences, c'est des compétences qui sont intrapersonnelles, meilleure connaissance de soi, et interpersonnelles, donc amélioration de la relation. Or, en entreprise, j'allais dire ce qui va générer le plus d'émotions désagréables, d'après les études qui ont pu être menées sur ce sujet, c'est d'abord les interactions entre collègues, avant même d'ailleurs de parler des interactions avec les managers. Donc, déjà, j'allais dire, améliorer la qualité d'échange entre les collaborateurs, c'est un élément important. Et puis, au-delà de ça, toute transaction, tout échange, il est émotionnel. Est-ce qu'on peut tout tracer, Mathilde? On peut tout tracer dans l'entreprise. Il y a des choses informelles qu'on ne voit pas nécessairement. Oui, bien sûr qu'on ne voit pas tout. Par contre, plus le manager va être connecté à son collaborateur, je vais faire un lien, vous parliez du Covid. Moi, ce que j'ai vu dans les organisations, c'est qu'on a pas mal de managers qui ont notamment sur les entretiens individuels, qui sont quand même, je pense, le meilleur espace pour pouvoir aller sur vraiment une singularisation du management qui est importante maintenant, puisque les managers doivent vraiment adapter leur fonctionnement à chaque individu. Et cet espace d'entretien individuel est un espace qui permet de libérer finalement la parole émotionnelle, d'aller chercher aussi le collaborateur sur qu'est-ce qu'il vit d'agréable, qu'est-ce qu'il vit de désagréable. Et il faut savoir que plus on intervient tôt, plus on détecte tôt ces points de crispation du collaborateur,
plus on a de chances de pouvoir le faire repartir dans une bonne dynamique, donc une bonne énergie. L'émotion, c'est une énergie, un ex movere, c'est ce qui nous met en mouvement, ce qui nous met en énergie. Donc, on a tout intérêt aussi à faire en sorte que notre collaborateur, quand il quitte le bureau, ils partent dans une énergie haute et qu'on ait réussi par notamment la libération de cette parole, par l'entretien et par ces rituels de management que j'incite évidemment les entreprises à s'assurer qu'ils sont le plus possible mis en place. Et ça a dévié avec le Covid. C'est-à-dire que beaucoup de managers se sont concentrés sur les échanges collectifs et ont laissé de côté ces temps individuels. Ce qui s'explique par le fait que pour pouvoir accueillir la parole du collaborateur, et notamment quand c'est une parole émotionnelle qui peut être chargée, il faut déjà être en capacité de se gérer, de se réguler soi-même. Si on n'est pas capable de préserver notre équilibre émotionnel, on n'est pas capable, évidemment, de s'occuper de l'autre. Je dis toujours aux managers, pour s'occuper des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Et parce que je prends soin de moi, je peux à ce moment-là prendre soin de mes collaborateurs. Vanessa, commentaire sur ce qu'a dit d'abord Philippe et ce qu'a ajouté Mathilde. Moi, je suis tout à fait alignée, parce qu'avec Mathilde, on est totalement sur la même longueur d'onde. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'empathie, c'est pas un luxe en fait. C'est pas, si j'ai le temps, je serai empathe, quoi. Enfin, je m'occuperai de l'autre. Non. Par contre, c'est vrai que il faut être apaisé de l'intérieur pour pouvoir accueillir les intensités émotionnelles des autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre inconscient, de toute façon, il va capter l'émotion de l'autre. Nous, avant que ça arrive dans notre conscient, même parfois ça peut ne pas nous arriver de façon consciente, mais notre inconscient, il va capter tous les messages, tous les signaux émotionnels que l'autre renvoie ou que l'autre va lire sur nous aussi. Donc, ça, on croit qu'on maîtrise nos émotions, etc. C'est pas vrai. Donc, vaut mieux savoir ce qui se passe dans notre intérieur parce que du coup, on communique de façon même inconsciente avec l'autre. Et c'est pour ça qu'on parle après des neurones miroirs. Et on va s'ajuster l'un à l'autre selon notre état émotionnel. On va parler technique un peu tout à l'heure. On parlera technique tout à l'heure, plus précisément. C'est même pas technique. Non, mais vous parlez à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en intelligence émotionnelle. C'est pour ça que je me permets de dire ça, même si grâce à vous, j'ai progressé énormément en préparant ce webinaire. Stéphane, est-ce que je parlais du lien avec Mathilde entre performance et apprentissage de cette intelligence émotionnelle. Vous avez vécu ça à titre personnel. Pardonnez-moi l'expression, c'est peut-être pas, vous étiez plus performant, meilleur après cette introspection. Oui, alors si je reprends un peu, si je redonne des éléments contextuels dans mon parcours qui est un peu, j'ai ni formation, ni diplôme, rien. Je suis parti dans mon évolution pro qu'avec des compétences que j'ai développées, que j'ai révélées, enfin qui se sont révélées. Et en fait, avec les années, plus je montais en grade, on va dire, plus je montais en responsabilité dans l'entreprise et plus j'avais des problèmes de gestion, des difficultés à gérer certaines situations. Alors paradoxalement, j'aime manager, j'aime ça, enfin j'aime ce que disait Vanessa, ce que disait tout le monde là, enfin, tout le monde se rejoint là-dessus, sur le fait d'être moi, on partage, mais pour être un bon manager, a priori, il faut être à l'écoute, il faut le faire avec sincérité. Il y a beaucoup de sincérité, je trouve, et créer cette confiance-là entre deux ou plusieurs personnes, en tout cas, c'est extrêmement. Revenez sur ma question, Stéphane. Revenez sur ma question. Comment ça vous a fait évoluer? En fait, j'étais tombé très très bas. Moi, j'ai fini aux urgences, sous assistance respiratoire, fait un œdème à cause du stress, de la mauvaise gestion de mon temps, de la mauvaise gestion de tout ça, quoi. Et donc, et j'ai fini par me dire, il faut absolument que je me fasse accompagner. Au début, quand j'ai rencontré Mathilde, c'était au MEDEF, mais c'est un peu ma dernière expérience où elle m'a accompagné, mais je comprenais pas exactement ce qu'elle faisait. Comme vous, on découvre un milieu qui nous paraît un peu les jeunes à explorer, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et donc, elle m'a expliqué, enfin, disons que dans nos échanges, je lui ai expliqué certaines de mes situations. Et là, elle a apporté des éléments de réponse qui me semblaient extrêmement importants pour que je puisse me repositionner, quoi. Et Mathilde, il faut bien éviter d'arriver à des situations extrêmes comme ça. C'est ça l'enjeu.
Alors, c'est l'enjeu. Voilà. Alors, j'allais dire presque malheureusement, bien souvent, c'est parce que on est dépassé à un moment donné qu'on réalise effectivement qu'il y a du chemin à mener là-dessus. Vous parliez tout à l'heure, Gilbert, d'alignement. Et pour faire le lien aussi, ces émotions, elles vont aussi se déclencher à un moment parce que typiquement, mes besoins, mes valeurs sont pas respectés et notamment dans mon environnement professionnel. Si je nourris pas mes valeurs, ce qui est important pour moi fondamentalement, il y a un moment, ça va aussi générer des tensions. Un manager auquel on demande de faire des choses qui sont désalignées par rapport à ses valeurs profondes, ça va là aussi le rendre potentiellement malade. Donc, pour faire le lien aussi, il y a une question d'Anthony que je salue d'ailleurs, qui pose une question sur l'espace en demandant comment être un bon manager avec un collaborateur qui n'éprouve pas d'émotions. Je pense que la question d'éprouver des émotions, on éprouve des émotions, j'allais dire même sans arrêt. Encore une fois, tout est émotionnel. Toute expérience passe par les sens et va déclencher une émotion. Toute interaction est émotionnelle. La vraie question, c'est comment identifier, ça fait partie des compétences, comment identifier les émotions, les miennes, celles des autres, comment exprimer ces émotions, comment un manager va pouvoir questionner le collaborateur sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent, mais en tout cas, il en ressent, il en éprouve des émotions. Et on évoquait des situations où des émotions qui ne sont pas justement exprimées, qui viennent s'ankyloser complètement, s'enkyster dans le corps et somatiser, puisque bien sûr que si on ne s'occupe pas de nos émotions, c'est un peu comme un messager qui viendrait nous dire « Eh oh, là, il y a un truc qui se passe. Si c'est une émotion agréable, c'est que c'est un truc qui est cool pour toi, qui est chouette, qui nourrit des valeurs, qui nourrit des besoins. Si c'est une émotion qui est désagréable, j'en profite pour dire, on ne parle pas de positif ou de négatif, on parle bien d'agréabilité des émotions. Si c'est une émotion que je ressens de manière désagréable, c'est que j'ai un besoin, c'est que j'ai une valeur potentiellement qui est piétinée à ce moment-là. Philippe, vision un peu, là encore, on prend un peu de hauteur, là encore. Est-ce que les DRH que vous croisez doivent adresser tellement de problématiques? Comment, au fond, ils peuvent adresser… D'abord, est-ce qu'ils ont pris en compte ce qui était le bien-être des collaborateurs? Parce qu'on parle de bien-être, Mathilde et Vanessa vous confirmez. Donc, est-ce que ces DRH qui ont été en première ligne, c'était aussi la première ligne pendant la Covid et puis à la suite, est-ce qu'ils sont équipés, ils sont outillés pour prendre en compte? Alors, c'est vrai que les DRH ont été des acteurs majeurs au cours de la période Covid-19, parce que la dimension de relation au travail et d'organisation du travail était au cœur des problématiques de toutes les entreprises. Donc, ils ont dû prendre en charge cette dimension, effectivement, d'empathie auprès des salariés, tout simplement parce qu'en fait, ils ne voyaient plus les salariés au jour le jour. Donc, il a fallu quand même recréer quelque part des espaces de communication à distance. Alors, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des entretiens annuels. Alors, ça reste un entretien assez formel et je suis pas si sûr que ce soit le lieu de prédilection pour parler de toutes ces émotions à ce moment-là, puisque souvent, pour les entretiens annuels, on parle souvent de performance j'allais dire quelque part économique et des missions et des objectifs à attribuer. Non, je crois plutôt à la mise en place d'outils, ce qu'on appelle en anglais des feedbacks. Alors, en français, on dirait des retombées d'informations quelque part, qui permet finalement aux managers et aux collaborateurs d'entretenir un lien plus dans la durée, de manière plus fluide. Et peut-être de manière un peu plus informelle. Alors, l'avantage, c'est qu'avec ce type d'outils, c'est que ça permet de garder un fil plus constant avec ces managers. L'inconvénient, je dirais, la limite de l'exercice, c'est que ça reste souvent du déclaratif. Alors, est-ce qu'on déclare ses émotions sur ces outils de feedback ? Je ne suis pas sûr. On peut avoir quelques échos faibles, quelques signaux faibles, j'allais dire, à travers ces outils en disant c'est bizarre qu'ils me disent ça à ce moment-là. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à creuser. Mais naturellement, c'est loin d'être des outils totalement transparents sur la détection et l'analyse des émotions. Et la meilleure IA du monde ne pourra pas
identifier nécessairement. Mathilde, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait, parce que je voudrais préciser que je ne parlais pas des entretiens annuels tout à l'heure. Quand je parle de rituels de management, je parle des échanges individuels qu'on a avec son collaborateur tout au long, en fait, de l'expérience. Et je recommande d'ailleurs d'avoir des entretiens individuels toutes les 3 semaines pour une raison simple, c'est que si on vit une expérience de crispation dans son job, au bout de 3 semaines, ça passe en mémoire long terme. Donc, soit on a l'occasion de déverrouiller cette situation avec le collaborateur parce qu'on le voit individuellement en entretien régulièrement. Et là, je ne suis pas du tout sur le champ de l'EA. Je suis vraiment sur les rituels de management qui viennent rythmer la vie managériale, avec des temps individuels qui sont là pour inspirer et développer le collaborateur. Et moi, je dis, ils sont aussi là pour accueillir cette parole émotionnelle et des rituels qui vont être des rituels collectifs. Ensuite, sous l'angle vous parliez d'outils, on est en train, là, nous, chez Fou les mots, de construire avec une entreprise qui s'appelle ImageMe, justement, un diagnostic émotionnel de l'expérience collaborateur, justement, pour à la fois mobiliser les entreprises à s'intéresser sur qu'est-ce que vivent mes collaborateurs au quotidien et en fonction de leur étape de parcours, et d'aller les chercher sous l'angle émotionnel. Parce que je suis d'accord avec vous, Philippe, spontanément, d'abord, si culturellement notre manager ne nous invite jamais à exprimer nos émotions, on ne va pas le faire sur un outil non plus. Donc, c'est comment, dans le quotidien, culturellement, on va aller permettre aux collaborateurs d'exprimer ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Et ça, c'est un apprentissage. On est vraiment, encore une fois, sur des compétences émotionnelles. Je vais d'ailleurs vous parler d'outils, Philippe, donc je vais faire le lien avec un outil dont on n'a pas parlé. Pas tout de suite. Mais non, vous savez que j'ai un conducteur, on suit le conducteur, donc on dira comment on met en pratique. Sinon, vous allez me perturber. Voilà, je ne perturbe pas alors, Gilbert. Vanessa, on rappelle, l'ESCA, c'est une grande école de commerce qui forme des managers. Des futurs managers, oui, on essaie de les sensibiliser. On arrive à théoriser ça, tout ça. Oui, bien sûr. En executive education. Et ça a commencé avec Darwin, donc c'est pas nouveau non plus. Après, si on remonte encore plus en avant, il y en a eu d'autres, il y a eu des philosophes. Alors après, on a eu Descartes qui a essayé de séparer le corps et l'esprit. Mais concrètement, à l'école, est-ce qu'il faut que ça passe par des formations, par de la formation pratique? Comment ça? Oui, moi, je les forme à l'intelligence émotionnelle, les étudiants. Oui. Je les sensibilise. Alors, au moment où les jeunes sont en quête de sens, est-ce que, pardonnez-moi, j'ouvre une parenthèse, est-ce que vous sortez de l'appétence pour ces thématiques maintenant? Alors oui, il y en a je dirais une bonne partie qui sont intéressés, qui sont même très intéressés, qui me posent beaucoup de questions, parce que je les forme donc à l'intelligence émotionnelle et aussi j'ai un cours qui développe pour les valeurs aussi, parce que comme c'est des drivers très forts, comme l'a expliqué Mathilde, si on ne sait pas ce qui nous motive vraiment de l'intérieur, en fait, ce qui nous met en mouvement vraiment, et là ce sont les valeurs, on va avoir du mal, on risque d'avoir des dissonances, et c'est comme ça qu'on arrive à 40 ans avec la crise de la quarantaine et des personnes qui vont qui plaquent tout et qui partent et qui sont un peu déboussolées. Donc pour leur donner quelques clés, on essaie déjà de les sensibiliser. C'est quoi l'émotion? Déjà de dire que c'est pas quelque chose d'horrible qui nous tombe dessus, mais c'est assez neutre. L'émotion, c'est juste une information, c'est un message. Un message par rapport à notre perception de la situation. Qu'est-ce qu'on en fait après? Philippe, vous savez, j'ai animé quelques webinaires et quelques conférences sur le rôle du manager. Est-ce qu'au fond, le relais dans l'entreprise, on a parlé des DRH, vous êtes en contact quotidien avec les plus grands DRH de la place, mais pour autant, c'est l'échelon bel et bien intermédiaire qui a un rôle clé, c'est ce manager. Mathilde l'a dit, il faut un rituel d'écoute, il faut de la capacité. Et si on regarde, on prend un peu de recul, est-ce que ces injonctions contradictoires entre la base et le sommet de la hiérarchie, finalement, c'est ces managers qui ont porté le plus cette notion d'intelligence émotionnelle et cette nécessité de la mettre en œuvre? Alors, c'est difficile d'avoir un discours général sur l'ensemble des entreprises, parce que naturellement, tout dépend de la taille des entreprises au départ. On peut pas mesurer la perception des compétences transversales, de l'empathie lorsqu'on est dans une grande entreprise par rapport
à une PME, par exemple, où du coup l'échelle est beaucoup plus humaine en termes d'organisation du travail. Non, ce qui est important, je pense, c'est de développer la dimension de management de proximité, où là, effectivement, c'est important d'intégrer cette dimension d'empathie pour qu'au quotidien, finalement, le manager et le collaborateur parviennent à trouver un fil de discussion permanent. Donc, c'est vrai que c'est cette dimension de management de proximité. C'est à ce niveau, je pense, qu'il y a eu le plus fort impact avec la période de Covid-19. C'est ce manager de proximité qui peut détecter les soucis de son équipe au quotidien. Et ça reste un problème, parce que dans les statistiques dont on dispose en termes d'absentéisme, c'est vrai qu'on a vu un pic en 2022 d'absentéisme en entreprise. Je prends comme source notamment le Datascope qui a été livré par AXA Santé et Collective en mai 2022. Ce phénomène d'absentéisme a touché 44% des salariés en 2022. A priori, en 2023, on escompte un retour à la normale, entre guillemets, où ça concernerait uniquement un salarié sur 3. Mais ce qui est pas mal. Mais ça reste encore un niveau important, et je pense que vu la situation encore actuelle, je pense qu'on sous-estime encore ce niveau, ne serait-ce que parce qu'on entend encore parler de la Covid-19 à la rentrée. C'est sûr que c'est beaucoup moins critique qu'avant, mais il n'empêche que régulièrement, j'imagine que vous recevez des mails en disant je suis absent pour cause personnelle, et c'est souvent lié à la Covid-19. Donc c'est quand même encore un sujet sous-jacent qui est important pour l'organisation des entreprises. Stéphane, juste un mot là-dessus et sur cela, vous parlez des managers de proximité. Est-ce que c'est le mot aussi clé dans l'entreprise, la proximité, quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que vous allez faire aujourd'hui cette notion de proximité? C'est peut-être aussi un mot-clé. Oui, parce que si donc on est venu me faire une proposition, mais de poste, et si ça avait été dans une grande entreprise noyée dans une masse humaine, j'aurais refusé, parce que je refuse aujourd'hui de manager des très grandes équipes. Je veux que ça reste vraiment une taille humaine pour être proche de chacun et chacun. Enfin, moi, cette proximité elle est extrêmement importante pour conserver, préserver le lien. On voit bien, on l'a vu pendant Covid-19. Alors, pendant Covid-19, j'étais au MEDEF et j'ai dû appeler 400 dirigeants en un mois et demi pour savoir comment ça se passait, et tous avaient le même retour sur la gestion des équipes. Quand on a des petites équipes, c'était plus simple parce qu'ils arrivaient à voir chacune et chacun régulièrement, mais grandes équipes, ils en ont perdu pas mal. Enfin, il y a eu de la perte, il y a eu des dégâts. Et donc aujourd'hui, si on n'est pas, si on respecte pas l'humain, on respecte pas on n'a pas une gestion humaine des équipes, et ça passe par un nombre que chacun peut gérer. C'est-à-dire, on me dit demain tu gères 10 personnes ou 200, effectivement, je sais que gérer 200 personnes, ça va laisser des personnes de côté parce que je ne les connaîtrais pas personnellement, j'aurais pas le temps de faire que ça, quoi. Donc effectivement, cette proximité, elle est extrêmement importante. Elle est primordiale. Moi aujourd'hui, je reste dans ce cadre-là, je me suis imposé, et c'est comme ça que je vais aussi garder du plaisir à le faire. Et donc rester à l'écoute et constant dans les échanges que je vais avoir avec chacune et chacun. Mathilde, Vanessa, est-ce qu'au fond, il n'y a pas des situations variées selon la taille? Parce qu'on l'a bien vu, Stéphane nous disait, quand c'est trop gros, c'est compliqué, quand c'est petit, c'est plus simple. Donc, alors, small is beautiful, c'est un peu la phrase type, mais au fond, dès qu'on passe à l'échelle, c'est finalement là où ça se complexifie pour cette notion d'intelligence émotionnelle. Tu veux y aller, Mathilde? Je pense que c'est un sujet d'abord de culture managériale, avant tout, et ça dépasse complètement pour moi la taille de l'organisation. Le sujet au centre, c'est la culture managériale et qu'est-ce qu'on en fait. Et ça, je pense que quelle que soit la taille petite ou grande, il y a des entreprises qui prennent plus ou moins à cœur ce sujet. Par contre, et vous pouvez le voir moi sur
sur LinkedIn ou sur le blog de Foulemo, j'interviewe des dirigeants de toute taille d'entreprise sur le champ des émotions d'entreprise, justement pour voir quel rôle et quelle place eux-mêmes ils donnent aux émotions dans l'entreprise. Ce sont des patrons ou des patronnes, hein, hommes, femmes, de toute taille d'entreprise. Donc non, ça n'est pas lié à la taille, c'est lié par contre, évidemment, au patron et à ce qu'il va lui-même impulser. Mais parfois, le patron, il est hors de France, il est très très loin. Bien sûr, mais par contre, il va s'entourer de gens qui aussi vont être, qui vont, entre guillemets, être dans une mouvance managériale qui lui ressemble. Quand on est sur les compétences émotionnelles, on est vraiment sur le champ de l'authenticité. Donc, ça veut dire aussi que quand on est dans les émotions et c'est qu'on est vrai, c'est qu'on parle vrai. Donc, pour moi, c'est pas lié, encore une fois, à la taille. C'est vraiment la culture managériale et qui va évidemment commencer par ce qu'insuffle le top management par rapport à ça. Et pour faire le lien aussi avec ce que Philippe évoquait, la santé mentale et psychologique aussi, hein, on parlait d'absentéisme, est un vrai sujet qu'on voit. Il y a une tension émotionnelle qui est exacerbée ces derniers temps. On a aussi beaucoup plus d'absentéisme dans l'exécutif et dans les managers, ce qui s'explique aussi par cette tension émotionnelle et le fait que les managers sont pas forcément armés et n'ont pas forcément les bons codes, et j'allais dire les apprentissages pour décrypter leur fonctionnement émotionnel et donc pouvoir décrypter le fonctionnement émotionnel de leurs collaborateurs et puis ensuite s'appuyer finalement sur cette énergie émotionnelle pour que ce soit un levier de bien-être et de performance. Vanessa ? Oui, moi je suis d'accord. Si ça vient pas on va dire de la stratégie d'en haut, c'est compliqué d'avoir toute l'organisation, peu importe sa taille, qui soit concernée par ces. Il faut vraiment que la top management team s'approprie et ait envie de développer cette intelligence émotionnelle. Après, même si on est dans une entreprise qui n'est pas avec une stratégie de développement de l'intelligence émotionnelle ou sensible à l'intelligence émotionnelle, on peut faire des choses à notre niveau. C'est-à-dire que, OK, on n'a pas la main sur ce qui nous arrive, notre environnement. Mais par contre, on a la main sur notre perception de l'environnement et à notre niveau, on peut toujours faire quelque chose. Alors, on essaye d'expliquer. On a des questions que je vous soumettrai tout à l'heure, mais j'ai encore quelques questions moi à vous poser. Donc, on est d'accord, Mathilde, Vanessa, Stéphane, Philippe, bienveillance, care, empathie, attention. On n'est pas dans l'effet de mode, on est dans un mouvement de fond. Et je crois qu'il faut bien le marteler, tout simplement pour rappeler qu'il y a des outils derrière à mettre en œuvre, voire des stratégies. Mathilde. Oui, c'est une tendance de fond. Pour moi, c'est une évidence qui a été exacerbée effectivement avec le Covid. Mais à la limite, on peut dire que c'est un impact positif, parce que moi, j'ai commencé à faire des conférences sur l'intelligence émotionnelle en entreprise en 2010. Et à l'époque, je peux vous dire qu'on était très, très loin. C'était vraiment pas d'actu. Donc, c'est plus tabou de parler d'émotions en entreprise. En 2010, vraiment, on partait de très, très loin. Donc, c'est une bonne nouvelle et il y a eu un vrai chemin de fait là-dessus. Vanessa, quels sont avant de passer à quelque chose qui m'intéresse, faut-il comment convaincre et comment se lancer sur le sujet? Par exemple, je suis top manager, je dirige une société, on va dire de PME, 100 personnes. Comment je me lance sur le sujet? Alors, d'abord répondre à ma question, au-delà du phénomène de mode, quels sont les mots-clés? Alors moi, je parlais d'empathie, de care, de bienveillance, d'attention et réaction à ce qu'a dit Mathilde tout de suite. On est revenu à l'essentiel quand on est revenu à notre nature humaine. À un moment, il fallait bien qu'on y retourne. Donc, c'est toujours pareil. On a des moments d'expansion, de contraction. Là, on revient à notre nature humaine et on se rend compte que on a besoin des uns des autres. Donc, on va retrouver un petit peu cette dynamique de notre nature sociale. On se rend compte que on n'est pas bien, on se sent pas bien. Il y a une augmentation des risques psychosociaux, de la santé mentale qui décline. Donc, il a fallu se poser la question pourquoi, comment. Et on a trouvé que peut-être que le côté humain, notre nature humaine était sous-estimée. Et Philippe, peut-être que les réformes qui ont touché la santé au travail, souvenez-vous, et les risques psychosociaux, on parle de qualité de vie au travail et même de qualité du travail. C'est un syndicaliste qui me faisait la remarque.
la QVT, quelque chose. C'est bien la qualité du travail qui est en jeu. Et je crois que cette notion, elle peut peut-être contribuer à aller vers ce dont on parle. Oui, c'est un droit en France, hein, elle est clairement intégrée dans le code du travail, donc il faut que les entreprises la respectent. Après, c'est vrai qu'on peut prendre différentes dimensions de ce qu'on appelle QVT, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un volet qui monte dans les entreprises. Mais c'est indiqué. Les syndicats s'en sont emparés du sujet. Oui, alors les syndicats qui sont naturellement par nature très proches des employés font remonter les informations. Mais je pense que pour remonter encore à un niveau, en fait, je pense que la dimension de culture d'entreprise est importante quand on commence à aborder ce thème de la QVT. La QVT, ça se décrète pas en entreprise. En fait, c'est de la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure. On lance pas une start-up en disant ça y est, j'ai déjà ma culture d'entreprise qui est établie. C'est quelque chose qui évolue, qui s'alimente et qui se transforme en fonction des contextes sociaux et économiques. Mais c'est clairement, en tout cas, effectivement, un sujet qui devient prédominant pour les entreprises, pour le bien-être des salariés qui contribuent à la performance économique de l'entreprise, mais aussi pour retenir les meilleurs éléments, parce que on sait que généralement les démissions sont liées au souci de relations de management avec son N+1. Donc cette dimension de bien-être et d'alignement avec le management de proximité est important. Question Mathilde, Vanessa, vous avez connu des entreprises qui ont des raisons d'être et des entreprises à mission. Vous savez que ça monte très fort puisque c'est dans la loi maintenant. On peut mettre dans les statuts l'objet social, certes, mais dans les statuts avec un comité de pilotage, alors à deux niveaux, un raison d'être et entreprise à mission. Est-ce que ça, c'est un signe peut-être d'un mouvement ou finalement on est très centré sur la transformation écologique plus qu'autre chose en réalité? J'aimerais bien croire qu'il y a un vrai travail de fond sur les entreprises à mission, et je suis sûre qu'il y en a qui ont cet objectif et qui sont vraiment qui ont vraiment cette dynamique et cette volonté-là. Après, il y en a certaines, hein, c'est un peu comme le greenwashing aussi. J'attends les faits, hein, j'attends les actions qui vraiment montrent l'engagement. Ça date, ça a déjà 2-3 ans, le projet de loi, la loi sur les entreprises à mission et raison d'être. Hein, Oui, mais dans le temps organisationnel, 2-3 ans, ça commence, on commence à voir les résultats, mais. C'est leur le temps aux pauvres entreprises. Un mot là-dessus, pardon, Gilbert, je peux te dire un mot là-dessus? Oui, bien sûr. Comme j'étais plein dans la RSE pendant plusieurs années, donc j'ai envie de réagir parce qu'effectivement, il y a des entreprises qui s'affichent aujourd'hui clairement, qui impulsent un mouvement plutôt de réduction d'empreinte carbone, etc. Et on se rend compte, moi j'étais en contact avec beaucoup de directeurs, directrices RSE, enfin beaucoup de nouveaux postes, et en fait on se rend compte que le social, l'humain au milieu de tout ça, il est vraiment, comment dire, il est pas très pris en compte, quoi. Je sais pas comment on peut qualifier ça aujourd'hui, c'est pas du greenwashing, mais on oublie un peu l'humain et des fois on veut un peu trop afficher une étiquette. Bon, voilà, ça c'est dit, Stéphane, vous avez balancé. Merci, d'accord. Vous n'avez pas donné de nom déjà. Oui, juste Mathilde, Vanessa, Stéphane, Philippe, il y a quelque chose, au moment où on parle de guerre des talents, et c'est important pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, l'intelligence émotionnelle, c'est aussi une manière de retenir les talents, voire de les faire venir. Je crois que si on est très concret, très pragmatique, si ne serait-ce que ça permet ça dans certains métiers en tension, il faut y aller plein pot, si je puis dire. Mathilde, Vanessa et Philippe. Déjà, encore une fois, plus on améliore l'expérience émotionnelle des collaborateurs, plus on améliore sa capacité à attirer, à fidéliser et à engager les collaborateurs. Un management émotionnellement intelligent, il va favoriser des relations authentiques, il va avoir une bonne capacité d'influence, il va savoir gérer les tensions et les conflits, il va avoir des comportements prosociaux plus adaptés,
il va mettre en œuvre un environnement de travail qui est sain, qui est positif. Il va pouvoir mieux appréhender l'incertitude. Donc, en fait, toutes ces compétences-là, et vous le savez aujourd'hui, hein, c'est pas la marque employeur et ce que j'affiche à l'externe en termes d'entreprise qui va faire œuvre, j'allais dire, qui fera foi à l'externe. Ce qui fait foi aujourd'hui, c'est ce que vivent les collaborateurs, puisque moi, si je veux aller dans telle entreprise, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais aller interroger directement des gens qui bossent dans cette entreprise, où je vais demander au mari de la factrice si elle connaît quelqu'un. Donc, tout ça, ça nous échappe complètement au niveau de l'organisation. Ça échappe complètement, pour moi, à la stratégie de marque employeur. La seule chose qui fait foi véritablement, c'est d'arriver à aligner ce qu'on appelle la valeur cognitive et la valeur émotionnelle, mais l'expérience cognitive et la valeur affichée à l'externe avec ce qui est vécu par les comportements au quotidien dans l'entreprise. Et c'est ça aujourd'hui qui est important. Donc, bien sûr que ça passe beaucoup par la qualité du management, évidemment, parce qu'ils ont un impact beaucoup plus grand. Pour fidéliser. C'est vrai, Vanessa, vos étudiants, quand ils sont diplômés, les taux d'insertion sont très très bons dans les écoles, les grandes écoles. Donc, évidemment, cette écoute, ils y seront très attentifs. Même si d'ailleurs, je précise, hein, dans les enquêtes qu'on a sorties l'année dernière, le premier critère pour choisir une entreprise, c'est encore le salaire. Alors, il y a la quête de sens, mais il y a aussi la quête du fin de mois plus confortable. Alors c'est un grand mythe c'est un grand mythe encore occidental parce que les études, ça fait 40 ans qu'elles expliquent que le salaire, en tout cas tout ce qui est alors le salaire à un certain niveau, parce que bien sûr on appelle Maslow et les besoins primaires. Donc une fois qu'on a un salaire qui nous permet d'avoir à manger, d'avoir un toit, et voilà, de pouvoir régler ses besoins primaires, de satisfaire ses besoins primaires. Après, on sait que le salaire, enfin en tout cas tout ce qui est récompense, hein, les incentives, comme on dit en anglais, en fait ça inhibe la créativité, la prise de décision. Ça fait 40 ans qu'on le dit. Voilà. Donc ça c'est normal. Les étudiants qui sortent d'école de commerce, ils sont jeunes, donc ils sont motivés par certains besoins, etc. Mais ça évolue vite. Et d'ailleurs, beaucoup d'études ont montré que les entreprises qui avaient fait une annonce avec une embauche, un salaire plus élevé que les autres, c'était avec des ingénieurs, ils avaient en effet eu des candidatures avec des talents qui étaient venus parce qu'il y avait cet intérêt avec un salaire plus élevé, mais ces personnes-là étaient parties pour la plupart au bout d'un an. Parce que dans les études les scientifiques, on montre qu'il y a des facteurs qu'on appelle d'hygiène, c'est-à-dire le salaire, un bel environnement de travail, du café à volonté, des M&M's et des baby-foot. Voilà, ce sont les facteurs d'hygiène, on appelle ça. Ça prévient l'insatisfaction, mais ça ne motive pas. Les autres facteurs qui motivent, c'est la nature du travail, le sentiment d'accomplissement, la pression de faire quelque chose de plus grand. Voilà. Pour aller jusqu'au bout, on faisait une conférence d'ailleurs avec évidemment nos partenaires à l'Escape Business Hub. On rappelait que évidemment le salaire ne suffit pas. Il faut le salaire et le reste. Et c'est là où je vous rejoins. Voilà. L'hygiène. Et puis le deuxième point, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait aujourd'hui, nos entreprises, on demande de plus en plus aux personnes de faire des tâches complexes, parce qu'on est dans un environnement qui est de plus en plus incertain, ambigu, bon, pas le VICA, hein, volatile, incertain, complexe, ambigu, mais encore plus là en ce moment. Et donc, on a besoin d'avoir des personnes, on a besoin de créer un environnement de travail où les personnes, qui va être propice à la production de nouvelles idées, de nouveaux paradigmes. Et ça, c'est possible que dans des environnements de travail où on pressurise pas les personnes. Parce que ça, c'est pas possible. Quand on est pressurisé, on est stressé, donc on a tout ce qui est peur, etc. Ça inhibe la pensée. D'accord. Donc il faut arriver à trouver un équilibre, bien sûr, parce que bon, on n'est pas altruiste. La performance est importante pour les entreprises, pour que les organisations perdurent, mais il faut se rendre compte que c'est pas avec des méthodes de pressurisation ou d'incentive, de récompense, carotte et bâton, qu'on va tirer le meilleur parti, la plus grande créativité, et qu'on va vraiment changer les modèles. Philippe, les entreprises, elles proposent un package. Je pense toujours à une grande entreprise du conseil qui propose ce qu'ils appellent le nouveau contrat.
Sous-entendu, c'est le salaire, c'est l'accompagnement, c'est le télétravail, c'est l'équilibre vie perso, vie privée, c'est l'autonomie, c'est la profondeur hiérarchique. Et il y a toute une liste. On a l'impression que c'est tapis rouge pour venir travailler. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont tellement en concurrence qu'il faut travailler sur ce package aussi bien émotionnel que financier. C'est vrai qu'il faut beaucoup travailler sur ces dimensions de package pour attirer les talents, hein. Alors bon, on peut discuter de l'importance du salaire en l'état actuel, surtout dans un contexte d'inflation. Je pense que c'est quand même un critère qui reste quand même un des plus importants quand on choisit son job. Mais c'est vrai que la qualité de vie au travail est aussi importante. Honnêtement, j'ai du mal à faire des généralités sur le sujet. Ça dépend des secteurs, ça dépend de ses ambitions, ça dépend de ses besoins aussi purement matériels au jour le jour. Donc c'est toujours un peu complexe à gérer ce type de problématique pour attirer les nouveaux talents. En tout cas, on met le paquet sur le sujet. Stéphane, une dernière question en ce qui vous concerne. Quand vous allez recruter, comment vous allez mettre très concrètement en place cette dimension? Juste une petite parenthèse, lors de ma dernière expérience, justement, j'ai recruté un talent et en fait, on s'est vite rendu compte que le poste correspondait pas, l'émission du poste ne correspondait pas exactement. Et en fait, ensemble, on a repensé son poste, on a redéfini ses missions parce que je voulais pas qu'elle parte. Je savais qu'elle serait la meilleure dans ce qu'elle allait faire. Et donc, en fait, on a tout mis sur la table et on a absolument tout repensé pour qu'elle ait les meilleures conditions de travail. Et donc, en fait, elle est restée, elle s'est éclatée, elle s'est découvert d'ailleurs des compétences d'animation ou autre qu'elle sous-estimait complètement. Et donc, elle a pris beaucoup de plaisir à le faire. Mais voilà, elle aurait pu partir, j'aurais pu la laisser partir tout de suite en disant, bah, effectivement, tu rentres pas dans le cadre de la mission. Ça veut dire que vous consacrez du temps. C'est-à-dire que la prise en compte de ce sujet-là, c'est consacrer une partie de son temps de manager, de DG à ça. C'est ça. Et comprendre que l'autre peut être en souffrance si on lui impose une mission à laquelle elle peut très partiellement répondre. Donc, alors Mathilde, on a plein de gens qui sont inscrits à ce webinaire. Comment je me lance sur le sujet? Je vous écoute, je bois vos paroles. Je suis à peu près aligné avec tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Et comment je vais aller convaincre mon N+1, mon DRH, d'aller sur ce sujet si la culture n'y est pas? Parce qu'on voit bien que on parle intellectuellement, on ne peut qu'adhérer à tout ce qui a été dit et finalement trouver des choses qui résonnent même dans son parcours personnel. Mais pour autant, dans certaines organisations, il est parfois plus compliqué d'aborder les sujets de développement personnel plus globalement. Et alors, donnez-nous des conseils, des tips pour celles et ceux qui nous écoutent. Après tout, on sert à ça ici pour celles et ceux qui nous ont rejoints sur ce webinaire. Il y a effectivement, je pense que les entreprises qui viennent, souvent elles viennent nous voir parce qu'elles ont des problèmes, soit pour attirer, soit pour fidéliser, soit pour engager, soit parce qu'il y a beaucoup de turnover, beaucoup d'absentéisme, beaucoup d'arrêt de travail, soit parce qu'il y a des tensions, des conflits qui explosent. Vous êtes en train de dire, c'est quand on a tous essayé, on va voir Mathilde. En fait, oui, aujourd'hui, quelque part, les entreprises, encore une fois, on part de très loin. Je pense que les émotions, ça a explosé avec le Covid, ou la prise de conscience que ce qu'ils avaient mis en place en termes de formation des managers, ça ne convenait pas, ça ne permettait pas d'affronter ce type de situation. Donc, comment on peut faire? Ça dépend toujours de toute façon d'où on part et du contexte de l'organisation. D'abord, est-ce que c'est individuel ou est-ce que c'est collectif? En individuel, ça peut être des coachings, ça peut être des bilans émotionnels. C'est acquis quand même. C'est acquis chez le top management. Ça, globalement, en tout cas. Alors, bilan émotionnel, c'est moins un réflexe, mais ça permet aussi d'avoir, s'il y a des questions dessus, je pourrais le développer, ça permet aussi d'avoir un éclairage assez rapide. Après, il va y avoir des conférences. Parfois, les entreprises, pour sensibiliser au plus vite le plus grand nombre, ça commence par une conférence tout public et qu'on va adapter effectivement pour sensibiliser l'ensemble. Et puis après, il va y avoir des formations. Les formations, on va les adapter en fonction de là où l'entreprise part, qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place et quelles sont déjà les compétences développées pour les collaborateurs. Et puis ensuite, ça peut être soit des formations déjà en commencement, par exemple, sur les compétences relationnelles
avant d'aller sur les compétences émotionnelles. Moi, j'aime bien aussi avoir une logique quand même graduelle, parce que si on n'a pas les codes de la communication, évidemment qu'on va soi-même générer des émotions désagréables dans les interactions avec les collaborateurs. Et puis, donc, ça peut être des formations au développement de compétences managériales émotionnelles, le leadership émotionnel. Ça peut être appliqué à la négociation dans le domaine commercial. Ça peut être appliqué effectivement sur l'ensemble des collaborateurs. Ça dépendra toujours aussi de là où on part finalement. Donc, soit on est sur du collectif, en conférence, en formation, en atelier, soit on va être sur des approches qui vont être plus individuelles avec du coaching, des bilans émotionnels. Et je pense que plus il y aura de monde de toute façon pour pousser ces initiatives dans les entreprises, plus effectivement ça pourra se diffuser, parce que le mieux c'est que ça part du top management. Maintenant, si moi manager ou moi collaborateur déjà je m'empare du sujet, forcément ça va me faire bouger dans ma manière de fonctionner en interne, et je vais aussi diffuser ces pratiques à mon niveau. Mais ce qui est bien, c'est qu'on avait beaucoup d'inscrits, Mathilde. Ça veut dire que le sujet en tout cas intéresse ou interpelle. Oui. Vanessa, pour revenir à ma question, comment sensibiliser le top management quand c'est pas le cas? Comment parler ou oser? Parce que Mathilde, pardonnez-moi, mais dire j'aimerais faire un bilan émotionnel, voilà quoi, c'est un peu contre-intuitif dans l'entreprise, ou peut-être que je me trompe complètement, ou j'ai une vision has-been. Vanessa, ça se développe, hein. Ça se développe. On a de plus en plus de personnes. Enfin, moi, je sais quand je fais des conférences, même quand je fais des formations aussi pour adultes et pour managers. Parfois, ça fait le développement de la compétence émotionnelle, le module qu'ils font sur la compétence émotionnelle est inclus dans le package d'une formation plus grande, mais on se rend compte quand même qu'on a beaucoup de questions, qu'il y a beaucoup de personnes à la fin qui veulent creuser un peu plus, et en effet, il y a quand même pas mal de personnes, de PDG, de managers plus qui viennent nous voir et qui veulent développer, qui veulent se tester, qui veulent comprendre, qui veulent prendre en main la thématique de plus en plus. Mais en effet, c'est pendant des conférences ou des discussions dans divers environnements. Il faut acculturer encore tout ça. C'est bien ce que vous nous dites, et sensibiliser. Vous nous parlerez en fin d'émission d'une formation que vous lancez à ce sujet-là. Vous pensez à vous le rappeler, si vous êtes d'accord. Okay. Est-ce qu'on passe aux questions? Parce qu'on en a eu beaucoup. Ça veut dire qu'on est intéressant. Voilà. Il est difficile pour les employés de dire qu'ils doivent améliorer leurs compétences en matière d'intelligence émotionnelle, mais comment les managers peuvent-ils reconnaître ce besoin s'ils sont simplement têtus? Oui, c'est des situations qu'on rencontre. Et je vous laisse répondre parce que j'ai quelques idées, mais ça n'a aucun intérêt. Mathilde. Déjà, oui, moi je dis souvent qu'on manage aussi ses managers. Chaque relation, finalement, on la manage. Donc, si moi, collaborateur, déjà, je chemine et… mais encore une fois, je vais peut-être faire le lien quand même, parce que ça me semble important de savoir de quoi on se parle aussi en termes de compétences émotionnelles, et peut-être de faire un focus là-dessus. On se disait tout à l'heure, c'est vraiment la capacité à capter l'information émotionnelle et puis à l'utiliser à bon escient. Mais dans ces compétences, et puis là-dessus, on vous parlait de bilan émotionnel tout à l'heure, il y a un test, moi j'avais participé à sa création avec l'EM Lyon, Christophe Hague notamment, de mesure des compétences émotionnelles des managers et des dirigeants, qui s'appelle le QE Pro, qui permet encore une fois d'avoir à un moment donné, Vanessa l'a dit, ça se développe, mais déjà une photo de là où j'en suis en termes de compétences pour décrypter mon fonctionnement émotionnel, mieux comprendre finalement ce que je maîtrise bien, ce que je maîtrise moins bien. Et donc, dans ces compétences émotionnelles, chacun va trouver derrière des clés pour pouvoir améliorer son mieux-être, j'allais dire, au quotidien en entreprise, et puis aussi la qualité de ses interactions. Parce que finalement, qu'est-ce qui va générer des tensions potentiellement avec son manager? C'est que, encore une fois, un échange, il est émotionnel. Et je fais aussi lien avec une autre question qui portait justement sur ces interactions. Ça me fait lien avec la contagion émotionnelle. Parce que de toute façon, si moi je suis pas bien, en fait, je vais transmettre cette émotion, quelle qu'elle soit, à mon interlocuteur. Vous allez plomber l'ambiance. Non, mais c'est une réalité justement pour que chacun prenne sa responsabilité aussi sur qu'est-ce que je diffuse, c'est quoi mon empreinte émotionnelle et à quoi je contribue aussi. Stéphane. J'ai fait le bilan émotionnel, j'ai fait le QE Pro et ça m'a
ça m'a sidéré le scan, mon scan émotionnel. Voilà, j'ai appris à me connaître grâce à ça. J'ai un bilan derrière qui me permet finalement d'avoir une boussole. Ouais, c'est bien. Je ne peux pas m'empêcher de raconter cette anecdote où j'ai un patron qui faisait une conférence où ça marchait pas, ça marchait. Il était en stress, il y avait des gens qui partaient et il a fait une étude interne parce que ses collaborateurs lui ont dit ça serait bien de réfléchir. Et il a dit en fait j'ai compris le problème c'était moi. C'était lui le problème. Et donc, c'est intéressant. Et du coup, ça a réorganisé sa boîte. Mais vous avez compris qu'il faut faire l'effort. Hein, comment libérer la parole quand ce n'est pas la culture du collaborateur. C'est Marion Barthes qui nous pose cette question. Comment pousser et inciter son collaborateur? Effectivement, j'ai eu cette question et je pense qu'il faut aller chercher comment tu te sens, qu'est-ce que ça te fait, comment tu le vis, qu'est-ce que tu ressens. Ah, Mathilde. Je disais dans les questions, je ne sais pas si vous avez entendu du coup, les questions que je suggérais. Donc, comment tu vis, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te fait, mais d'aller le sonder, le questionner sur sa perception en fait, hein, sur vraiment ses ressentis. Et Marion poursuit, comment ne pas se sentir visé personnellement par certaines émotions, parce que peut-être qu'on est remis en cause hein, aussi quand on évoque ces sujets-là. Et je reviens évidemment sur la régulation. C'est une des techniques. Mathilde, oui. Votre bande passante est moyenne, pardonnez-moi l'expression, mais du coup, ça coupe. Je disais, on est dans les stratégies de régulation des émotions. C'est-à-dire, ça permet la régulation des émotions. Ce sont plein de techniques qui me permettent à chacun, en fonction de la situation, de rester dans un bon équilibre émotionnel. Il y a plein de techniques. Et je vous renvoie aussi là-dessus sur le blog de Fou les mots, sur les interviews dont je vous parlais. Les gens partagent plein de techniques de régulation des émotions qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Ok. Quelqu'un va ajouter quelque chose sur la question? Non. On peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Donc, si vous avez un manager qui bloque, qui est toxique ou qui n'est pas du tout là-dedans, donc on peut faire comme Mathilde a dit, commencer à lui poser des questions et voir comment ça réagit. Après, vous pourrez pas. C'est vraiment, il faut que ça vienne de la personne. On peut pas l'obliger. Oui, du coup, comment sensibiliser le top management, parce que c'est aussi ça. Là, voilà. C'est la question. Et puis, il faut savoir que la contagion émotionnelle est beaucoup plus forte avec les émotions déplaisantes. On est beaucoup plus sensible à la peur et la colère que à la joie et à la fierté. Et à la bonne humeur, comme aujourd'hui. Voilà, donc c'est important. Quelles sont les méthodes pour savoir exprimer et identifier? Alors, c'est large, hein, parce que c'est toute une stratégie, j'imagine, d'analyse, d'audit. Ça se développe. On apprend comment identifier, on a plusieurs portes d'entrée et c'est dans le modèle justement dont parlait Mathilde que moi aussi je pratique, donc par le QE Pro, c'est un modèle d'intelligence en 7 étapes et avec 7 compétences et notamment l'une des premières compétences c'est comment identifier les indices des émotions parce que chaque émotion a ses propres indices, ses propres déclencheurs, ses propres besoins. Donc, on apprend à décrypter tout ça. Ça fait partie du développement des compétences émotionnelles. Juste une question là, vous qui êtes enseignante chercheuse, l'IA, ça pourrait aider? Alors l'IA va avoir du mal à évaluer. Par contre, l'IA peut aider à reconnaître des expressions faciales et donc éventuellement on peut lier à certaines émotions, parce que, comme je disais, chaque émotion a des expressions faciales qui sont dédiées. Par contre, on peut toujours faut faire attention à ceux qui prétendent voilà. Donc, il faut toujours trianguler. Et je pense que grâce à notre nature humaine et justement ces neurones miroirs, on arrive quand même à avoir une lecture beaucoup plus fine en tant qu'être humain de l'émotion de l'autre que l'IA. Mais l'IA peut être un support. L'IA est complémentaire. Non, mais j'imagine que s'il y a beaucoup de data, ce que disait Philippe tout à l'heure, quand on pose des questions, des petits tests, des petites enquêtes comme ça, j'imagine que cette IA peut faire remonter des data, en tout cas des petits warnings, en tout cas un certain nombre de... Alors oui, alors après, tous les petits tests, etc., dont on parle, il faut faire attention parce que les personnes répondent parfois, quand c'est de l'auto-évaluation, c'est-à-dire quand la personne, elle s'évalue, oui, alors dans cette situation,
j'ai tendance à réagir comme ça. Souvent, quand on répond comme ça, dans ce type de test, on a tendance à répondre dans la meilleure façon dont nous, on voudrait être, mais peut-être c'est pas celle vraiment qu'on fait. Donc, il y a une désirabilité sociale que, bon, voilà. Tandis que le test en question dont on parlait, là, le QE Pro, il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Donc, ça évalue vraiment une compétence. C'est un test pur, on appelle ça. Donc, bonne, mauvaise réponse, comme pour le QI. Et donc là, vous avez une évaluation vraiment réelle de votre… On continue avec Marion. Rester authentique, c'est parfois difficile. J'ai l'impression qu'il n'est pas toujours stratégique ou performant de tout dire. C'est vrai, est-ce qu'il faut être totalement… Stéphane, est-ce que vous avez tout balancé quand vous avez fait votre introspection, si je puis dire? Oui. Oui, il le fallait. Hein. Il fallait être honnête avec soi-même et avec les autres surtout. Et je trouve que moi, je joue toujours la carte de l'honnêteté et la sincérité avec tout le monde. Ça plaît ou ça déplaît, mais en tout cas, ça m'a toujours aidé. Et aujourd'hui, les opportunités que je saisis, c'est grâce à ça. Et puis, c'est des émotions fortes qui ressentent. Ça, c'est très bon, c'est très, très positif, je trouve. Très positif. Philippe, une question. Quand on parle de tout ça, c'est de la transparence en réalité. Les entreprises, elles mettent moins sous le tapis des sujets comme ceux-là qui, jusqu'à présent, on n'en parlait pas comme des secrets de famille. Mais pour autant, la transparence, c'est essentiel. Et j'irais même jusqu'à dire, quand on parle de marque employeur, ces sujets-là peuvent remonter et peut-être créer une onde de choc auprès des éventuels, ou en tout cas une sorte de storytelling qui serait défavorable. Donc la transparence est essentielle autour de cette bienveillance. Oui, la transparence est essentielle, mais bon, globalement, c'est une question quasiment philosophique. Jusqu'où on peut pousser la transparence dans la société quelque part quand même. Mais c'est vrai qu'il faut favoriser cet effort de transparence. On en voit un exemple ces temps-ci beaucoup. Il y a beaucoup de managers qui parlent de leur propre maladie, notamment un programme autour de la lutte contre le cancer. Il y a de plus en plus de managers qui prennent la parole sur ce sujet. Je pense que c'est important d'en parler plus librement en entreprise. Je ne pense pas que c'était un sujet tabou, mais je pense que c'est important que les managers prennent la parole aussi là-dessus. Et c'est quelque part aussi une manière de parler de sujets un peu empathiques en dehors des simples performances économiques. Oui, je crois que c'est un travailleur sur 5 souffre d'une maladie chronique, hein, je pense. C'est ça le côté. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que c'est peut-être un marqueur des évolutions quand Arthur Sadoun, pour ne pas le citer, parlait de son cancer et comment il a poussé les gens d'ailleurs, il en a fait un peu, bon, il en a fait beaucoup, tant mieux hein, pour la cause d'ailleurs. Mathilde, j'en profite pendant que votre bande passante fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Mais Mathilde, mais vous êtes où? Oui, je suis désolée. Les personnes que vous accompagnez ont-elles développé des chartes de qualité de vie au travail ou des schémas de direction de transition RSE environnementale? Est-ce que la stratégie d'IE et d'intelligence émotionnelle est-elle positionnée à ce niveau-là? C'est intéressant comme question. Eh bien non, mais Mathilde, Vanessa. Alors, maintenant, les RH, les DRH que j'ai formés, il y a eu en effet cette volonté de mettre en place des chartes, etc. Donc, ils sont encore en train de le développer à ce jour, mais il y a eu, voilà, il y a vraiment un développement de projets pour mettre en place des critères de bien-être au travail au niveau émotionnel, mais pas que. Donc, oui, il y a une démarche. Claire nous posait une question très drôle. Le carbone est finalement plus facile à quantifier que les émotions. Il semblerait, en tout cas aujourd'hui encore. On s'est décarboné, on s'est pesé en tonnes notre action sur la non, on pourrait se dire combien de tonnes d'amour cette année. Moi, je pense qu'on en a donné beaucoup ce matin, en tout cas d'attention aux autres. Comment faire accepter avec l'intelligence émotionnelle un grand changement dans l'entreprise, si c'est un changement de patron, de direction, ou des licenciements, un changement de poste en fait, la question en creux, hein, si je comprends bien celle de Joseph Fiona, c'est que est-ce que l'intelligence émotionnelle permet de mieux faire passer la pilule sur certains sujets Mathilde? Oui, encore une fois, ce qui va être déterminant, c'est la qualité de l'échange.
même si la décision est difficile, l'attention qui sera portée aux collaborateurs, la manière, j'allais dire, le souci de ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent et de ses émotions et ses états émotionnels et leurs fluctuations. Il y aura une attention particulière avec un manager émotionnellement intelligent qui fera pas que la décision sera différente, mais qui, en tout cas, dans la façon de la présenter, ça sera fait différemment, ça c'est évident. Mais encore une fois, le résultat sera le même, si ce n'est que pour le collaborateur, il le vivra mieux de toute façon, parce que l'interaction sera moins désagréable qu'elle ne le serait avec un manager qui balancerait l'info peut-être de manière un peu brutale. D'ailleurs, si vous regardez, je suppose que vous l'avez déjà vu, Mathilde et Vanessa, mais peut-être aussi Philippe et Stéphane, le film In the Air avec George Clooney, qui joue le rôle du consultant qui va faire des plans de licenciement et qui porte la parole de la personne qui licencie les gens de manière froide avec une plaquette, voilà vos droits. Et on est au niveau 0 de l'intelligence émotionnelle pour faire passer un sujet comme celui-là. Je vous le recommande, très bon film. J'en profite pour faire un peu de critique de cinéma à mes heures perdues. Claire, l'intelligence. Ah oui, l'intelligence émotionnelle. Alors, finalement, on essaie de raccrocher l'intelligence émotionnelle un peu à toutes les stratégies d'entreprise. On parlait de stratégie RSE. La GPEC, gestion des emplois et des compétences, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Bah là, le lien, moi, que je ferais, effectivement, il faut savoir que quand je vous parlais, j'ai participé à la création de ce test, le QE Pro. Je l'ai fait à l'époque, c'était il y a quelques années, parce que je travaillais en recrutement exécutif, donc je recrutais des cadres et dirigeants, et mon objectif à l'époque, c'était de pouvoir outiller les entreprises et leur donner quelque chose qui leur permette, au-delà du diplôme, du CV, qui est encore, ma foi, beaucoup trop regardé, un moyen différent d'aller apprécier les compétences émotionnelles, relationnelles. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir l'utiliser en recrutement et en mobilité interne, parce que les compétences émotionnelles, en termes d'évolution, on a des profils, encore une fois, qui vont être meilleurs en négociation, qui vont mieux gérer la complexité, qui vont plus facilement s'adapter au changement, qui vont embarquer davantage les collaborateurs. On dit souvent qu'on est recruté sur le QI, mais qu'on évolue sur le QE. En fait, c'est ça, c'est les plus performants finalement, c'est ceux qui embarquent le plus. C'est quand même ceux qui ont un QE plus. Mais Philippe l'a laissé entendre, hein, les soft skills, hein, c'est quand même quelque chose qui permet d'aller plus loin, plus haut, plus fort. Damien Richard nous dit merci pour la discussion. Bah, merci à vous, Damien. On lance un serious game, je crois qu'il représente l'INSEC, une école de commerce. Un serious game, hein, pour dynamiser les échanges autour de la QVCT, autour de la share management et santé au travail. Voilà, je dis qu'il y a un serious game. Il en profite pour faire une bise à Vanessa, mais ça ne nous regarde pas. Laurent Dianou, pour Mathilde, les émotions ont une vertu homéostatique. Que voulez-vous dire? Eh ben, c'est le parfait équilibre. En tout cas, l'émotion, encore une fois, elle est là pour nous dire qu'il se passe quelque chose pour nous. C'est bien ou c'est pas bien, ça dépend effectivement de l'agréabilité. Et en fait, c'est vraiment une notion je parlais beaucoup d'équilibre émotionnel, hein. L'émotion arrive, c'est une information que je dois capter, accueillir, écouter ce qu'elle vient me dire. Elle vient me dire quelque chose qui est important pour moi. Donc, l'idée, c'est déjà de se connecter à ce qu'elle vient nous révéler et ensuite d'utiliser cette information. Est-ce que cette émotion, là, maintenant, tout de suite, elle est par rapport à l'événement qui m'attend, par rapport à mon objectif opérationnel, est-ce qu'elle est appropriée ou pas? Est-ce que je dois aller chercher d'autres ressources, d'autres émotions pour venir être plus performant dans cette situation? Donc, elle est vraiment là pour, en permanence, nous maintenir à l'équilibre. En tout cas, quand on développe nos compétences émotionnelles, elle a vraiment cette vocation à nous préserver, finalement, à préserver cet équilibre qui est, encore une fois, l'alignement entre bien-être et performance. On fait ça de manière débridée, hein, vous prenez la parole, hein. Les entreprises intégreront l'intelligence émotionnelle quand elles comprendront l'impact sur les performances. Ça va venir. Alors, je ne sais pas si c'est ironique, mais en tout cas, nous, on estime que ça va venir. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, on n'aurait pas fait ce webinaire, évidemment. Les études le montrent déjà. Hein. Ouais. Donc, le sens de l'histoire. Nous sommes dans l'histoire. Pour la petite histoire, hein, moi, ça a été d'ailleurs un point déterminant, puisque dans ma précédente vie, je dirigeais une filiale pour un grand groupe et je voulais pouvoir avoir des indicateurs qui me permettent vraiment de voir et de constater ces bienfaits-là. Et ça a été la filiale qui avait la meilleure perf économique et le meilleur Great Place to Work. Donc, on concilie bien ces deux dimensions de bien-être et de performance.
Ah, c'est Alors, essentiel. Hein. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment les objectifs opérationnels, mais émotionnels au service des objectifs opérationnels. Parce que bien bon, c'est sûr. bien de réguler pour soi, mais Ouais. l'important, c'est qu'est-ce qu'on en fait par rapport à nos objectifs opérationnels. Alors, j'ai été managé par Stéphane. Je peux vous dire qu'il y avait un avant et un après. Bon, bah voilà, une démonstration. Hein. Comment dirais-je? Je conseille à tous les managers de passer un test de quotient émotionnel comprenant 4 axes. Conscience de soi, conscience sociale, maîtrise de soi, gestion des relations. Ce test permet une réévaluation détaillée. Bon, bah voilà. Alors, je On en a fais été juste, convaincus. pour moi, c'est important, encore une fois, le test dont on parlait tout à l'heure, et Vanessa l'a dit. Le QE Rappelez le Pro, nom c'est un parce qu'on nous test. demande le Le nom. QE Pro, je l'ai écrit, le QE Pro, c'est un test de performance. C'est la différence avec tous les autres. On n'est pas, encore une fois, on sort complètement de tous les biais de désirabilité sociale. On n'est pas sur un autodiagnostic. Un test de performance, c'est que c'est juste ou c'est faux. Mais en fait, il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Et c'est important, je trouve, quand on se parle de mesures et d'appréciation objective de compétences. Vanessa, un petit mot sur la prochaine formation. Et puis voilà, le temps qui nous était imparti est achevé. Voilà. Oui. Johanna les aime. Johanna a fait le job. Vous n'aviez pas un petit slide à diffuser? Ah bah, j'ai éventuellement, oui, très rapidement, mais sinon je le fais à l'oral, hein, mais comme vous voulez. Allez-y. Le slide, l'oral, faites un Alors, film, bon, bah, hop, je vais une voir, démonstration, que sais-je. partager, hop, le document. Il est où? Alors, fonction Oh, manager. Alors, Johanna nous dit, managé par l'intelligence émotionnelle se tiendront en présentiel à Paris les 9 et 10 janvier 2024 et à Lyon 23-24 janvier. Donc, ah oui, elle nous dit même que si on s'inscrit avant le 3 décembre, il y a une réduction de 20%. Eh ben voilà, on fait un peu de commerce aussi. Bon. Il n'y a pas de, c'est pas un problème. Ça, non, mais c'était juste pour l'objectif de la formation. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est transformer ces émotions en ressources au service de ces objectifs opérationnels et personnels, évidemment. Et voilà, on travaille sur les 7 compétences du modèle dont on parlait. On fait passer le QE Pro, on le débrief en groupe pour comprendre l'apport. Voilà, c'est quoi qui est intéressant pour augmenter sa performance relationnelle et son bien-être. Savoir faire un diagnostic, savoir analyser les conséquences des émotions et la stratégie aussi de régulation, parce que souvent c'est ce qui intéresse les personnes, c'est comment je fais pour réguler. Mais avant d'arriver à la régulation, il y a d'autres étapes, il y a d'autres compétences pour être avant d'arriver à cette régulation. Il y en a 6 autres, donc on les développe. Et puis moi j'ai rajouté aussi des outils de préparation mentale pour la régulation des émotions. Donc je fais aussi, voilà, je vais proposer aussi aux personnes quelques outils de préparation mentale pour réguler et que les personnes puissent faire leur boîte à outils qu'elles puissent utiliser pour s'adapter à toutes les situations. Voilà. Parfait, merci beaucoup Vanessa, on sait où vous trouver. Philippe, merci, on se retrouve au bureau bientôt. Merci. Stéphane, on rêve tous de vous avoir comme manager, semblerait-il, puisque visiblement vous êtes devenu un super top manager. Mathilde, merci Vanessa. Ne vous priez pas de faire un bilan émotionnel parce que c'est un révélateur efficace des émotions. Je crois qu'on l'a dit pas mal hein, déjà ce matin, ouais, Stéphane. Ouais. Mais c'est bien de rappeler. Mathilde, Vanessa, j'allais dire merci d'avoir pu nous éclairer sur ce qui était ce sujet. Pas facile, hein, on peut le dire, parce que c'est vrai qu'on touche à des dimensions très personnelles, voire intimes. Et donc, c'est vrai que parfois, il est plus compliqué d'en parler, mais c'est tellement important. On ne pourra pas parler, me semble-t-il, de quête de sens et d'avenir si on ne fait pas une introspection plus profonde de soi-même. C'est ce qu'on a fait, on a notre modeste mesure et qu'on a proposé à tous nos internautes. Merci beaucoup, c'est un vrai succès. Hein. J'étais très heureux d'animer ce webinaire. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à LSK Business Hub de nous avoir accompagnés. Merci également au Campus Matin. Merci à Newstalk RH. Merci Newstalk Éducation. Merci RH Matin. Je remercie tout le monde. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.